Bonjour, c'est Mohamed Cheikh. Voici mon TikTok. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Mohamed, comment vas-tu? Écoute, ça va et toi? Très bien. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans Click Talk. Je suis très content d'être là également, on est dans un bel endroit. Merci beaucoup. Je suis d'autant plus content qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est à la fois passionnant et vital, c'est le bien manger, la bonne bouffe. On te reçoit aujourd'hui pour ton premier livre, très attendu après ta victoire de Top Chef 2021. Cet ouvrage, il s'appelle « Ma cuisine méditerranéenne ». Il est disponible aux éditions Solar. Ça ne s'invente pas. Exactement. Et coupe-moi si je me trompe, mais je trouve que pour démarrer cette interview, je pense qu'on était obligé d'évoquer la personne qui, petite, a mis le pied à l'étrier. Cette personne, c'est ta grand-mère. Oui, bien sûr. Et moi, ma première question est très simple, c'est qui ta grand-mère? C'était qui ta grand-mère? Ben, ma grand-mère, c'est déjà la mère de ma mère. Donc commençons par le début. Et puis donc, c'est une personne avec qui je suis très très proche jusqu'à aujourd'hui. J'ai la chance d'encore la voir. Et en fait, comme mes parents travaillaient beaucoup, ils n'avaient pas forcément toujours le temps de venir me chercher à l'école ou de me garder le week-end. Donc c'était ma grand-mère, c'est toujours un plaisir d'être avec elle. Et donc comme elle était souvent en cuisine, parce que les grand-mères c'est souvent en cuisine, elle venait souvent en me disant viens m'aider à éplucher les pommes de terre ou à faire ci ou à faire ça pour que je passe un peu de temps avec elle. Et elle me faisait un peu goûter les préparations qu'elle faisait, en me demandant s'il manque du sel, s'il manque des épices, s'il manque quelque chose, etc. Et très vite aussi, j'ai fait la différence entre la cuisine de ma grand-mère et avec tout le respect que j'ai pour elle, la cuisine de ma mère aussi. Et donc j'aimais bien aller chez mamie parce que je savais comment manger correctement, quoi. Et c'est quoi le meilleur conseil culinaire que ta grand-mère a pu te donner? Ah, il n'y a pas de conseil, c'est que de la gestuelle. Ah, il n'y a pas de pipeau, c'est vraiment tout avec les mains. Non, c'est vraiment visuel, quoi. Elle m'a pas vraiment expliqué quoi que ce soit, mais j'ai des images qu'on a pu partager ensemble qui sont très belles. C'est des souvenirs et des émotions qui restent, quoi. Ouais, bien sûr, complètement. Et donc aujourd'hui, on te reçoit pour un ouvrage qui s'appelle « Ma cuisine méditerranéenne ». Je suis très fier. Le « ma » est important parce que j'imagine qu'il y a autant de cuisine méditerranéenne qu'il y a de méditerranéens. Bien sûr. C'est quoi ta définition de la cuisine méditerranéenne? Alors, déjà, donc, je suis très fier d'avoir fait ce livre qui est pour moi quelque chose de physique, qui est écrit dans le temps. C'est quand même un vrai plaisir quand même de voir sa tête un peu affichée dans beaucoup d'endroits, notamment dans des endroits de distribution. Et pourquoi ma cuisine méditerranéenne? Parce que c'est ma vision, comme tu dis, de la Méditerranée. Alors là, on a fait une version assez simple, finalement, de la cuisine pour que ce soit accessible aux gens. Mais ma version, donc, elle est un peu, quand même, celle qui rejoint tout le monde. C'est épicée, ensoleillée, savoureuse, gourmande, avec plein d'herbes, plein d'aromates. Et puis après, c'est ma version, c'est-à-dire que j'essaye de customiser un petit peu, entre guillemets, des classiques, d'apporter ma petite touche. Et surtout, je fais une espèce de fusion en fait, entre vraiment tout le bassin méditerranéen. C'est-à-dire que je suis français avant tout. Je vais vraiment prendre de la Provence et après, on va aller écarter le rayon pour essayer de créer quelque chose ensemble. Donc, dans un plat, je peux réunir des éléments de la Grèce avec des éléments du Maghreb et évidemment des produits de la Provence. La gastronomie, aujourd'hui, c'est ta passion. Au-delà de ta passion, c'est même ce qui te fait vivre. Mais moi, j'ai une question assez simple. Pourquoi c'est passionnant, la gastronomie? Alors déjà, je vais commencer par dire que ce métier, on le fait que par passion. Parce que c'est pas forcément évident. C'est un vrai métier qui rythme nos vies. Voilà. On se lève le matin, il est très tôt, on rentre à la maison, il est très tard. Moi, quand mon petit gars, qui a aujourd'hui 5 mois, est né, je m'en suis voulu de pas être présent pour voir un peu l'évolution. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous prend par les tripes. C'est un lien direct avec le cerveau, finalement. Quand on va manger, le cerveau va travailler donc, déjà pour la digestion, mais surtout pour analyser ce qui se passe. Et il y a des hormones de bien-être qui ont été déclarées par plusieurs scientifiques que quand on mange quelque chose de bon, et c'est aussi le souvenir, ça procure quelque chose qui reste en tête, en mémoire. Et je vous conseille aussi de faire un test quand vous ne mangez pas pendant une journée, vous allez voir, vous allez commencer à devenir un peu aigri. Donc voilà, et la gastronomie, c'est quelque chose qui définit aussi des peuples, des ethnies, des continents, des régions, des villes, des visages, des producteurs, des cuisiniers. C'est quelque chose d'assez beau finalement et qui regroupe vraiment tout le monde. Moi je dis que finalement ce qui rassemble souvent c'est un bon plat, quoi. On est d'accord. Dans ce livre, tu évoques des modèles que tu as eus au fil de ton parcours, parmi lesquels 3 immenses chefs, j'espère que je ne vais pas écorcher leur nom, mais on a donc Jérôme Bantel, ouais, Hélène Darroze et aussi Pierre Gagnaire, qui ont forgé donc aussi le chef que tu es aujourd'hui.
Pourquoi eux et qu'ont-ils que les autres n'ont pas? Alors, j'aurais pu en citer plusieurs. Maintenant, c'est des gens qui font partie de mon histoire et aussi, entre guillemets, ont une part dans mon cœur. Aujourd'hui, comme je l'ai dit avec beaucoup d'émotion dans le concours Top Chef, Jérôme Banquetel, c'est celui qui a fait de moi, de la petite étincelle que j'étais, une grande flamme. Quand j'ai voulu commencer la cuisine, fut un temps, je me suis pris beaucoup de portes parce que... je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je me suis pris beaucoup de portes, donc beaucoup de refus. Et ça a été celui qui m'a reçu, accueilli dans ses cuisines et qui m'a permis en fait de mettre le pied à l'étrier. Et donc il m'a vraiment pris sous son aile, il m'a initié au métier et considéré avec beaucoup d'importance. Donc ça, c'est quelque chose qui marque. Voilà. J'avais 15-16 ans, j'étais un enfant et on dit souvent qu'en cuisine, on a un peu un père. Et même si mon père était à la maison et que tout allait bien, j'avais aussi l'impression d'avoir un deuxième papa, entre guillemets, au travail. Ensuite, Hélène Darroze, je pense que pour ceux qui ont suivi, il n'y a même pas besoin de l'expliquer. Pour moi, il est évident que sans elle, je ne serais même pas là, peut-être, en train de te parler aujourd'hui. Elle m'a soutenu, poussé, aidé à me développer, conseillé et réconforté dans beaucoup de moments. C'est une très belle personne. C'est vrai que culinairement, on n'a pas forcément partagé grand-chose, parce que dans le concours, ils nous mettent bien à part pour pas qu'on crée de trop grandes relations. Mais en termes de relations humaines et de conseils de cuisine, enfin, voilà. On s'est revus plusieurs fois après. Elle est venue me voir dans mes restaurants. Elle m'appelle souvent, on s'envoie des messages. Et c'est vraiment une grande dame. Et je pense que sans son soutien indispensable dans le concours, je ne serais pas arrivé au bout. Voilà. Et Pierre Gagnère... moi, je crois beaucoup au destin et souvent, il y a des petits signes comme ça qui font que. Donc, la première fois que je l'ai rencontré, c'était presque un rêve. J'avais l'impression qu'il était descendu du ciel. Parce que c'est un monsieur qui est, faut le voir, hein, il dégage énormément, il est charismatique, il est beau, il est grand, ses cheveux sont blancs, il dégage la pureté, quoi. Et donc, j'ai partagé une épreuve avec lui. Donc ça sera un souvenir inoubliable. Et en fait, à la fin, Pierre Gagnère demande mon contact à une des filles de l'éditorial. Et donc, il me contacte en me disant c'est la première fois que j'ai un ressenti comme ça envers un candidat. J'ai vraiment envie qu'on se rencontre, qu'on discute ensemble, que tu me dises ce que tu as envie de faire. Considère qu'à partir d'aujourd'hui, si tu as besoin de quelqu'un derrière toi pour un conseil, pour que je vienne goûter un plat, pour quoi que ce soit, tu m'appelles. Il me dit, je dis rarement ça, mais il s'est passé quelque chose, tu dégages quelque chose d'extraordinaire. Je lui dis, mais c'est plutôt vous qui dégagez quelque chose d'extraordinaire, c'est pas moi. Je dis, vous êtes un monsieur qui pour moi, était inscrit dans l'histoire de la France. Et bref, on s'est rencontrés. Et puis, bizarrement, quand je dis que je crois beaucoup au destin, c'est que moi, je travaille aujourd'hui avec un groupe de restauration. J'ai été visiter un lieu. Et en fait, quand je suis sorti de ce lieu, la personne avec qui j'avais rendez-vous sortait d'un rendez-vous avec Pierre Gagnère, donc on se recroise. Enfin, c'est plein de petits moments un peu comme ça, et donc on est resté en petit lien, et c'est un très très grand monsieur, et je pense que tous les cuisiniers sont unanimes là-dessus. Et alors, est-ce que tu as depuis saisi l'opportunité qu'il t'avait proposée, c'est-à-dire de le faire appel à lui pour lui faire goûter un plat ou autre? Alors, en fait, en tant que cuisinier jeune, on a beaucoup de respect pour les grands chefs, et Pierre Gagnère, pour moi, c'est genre le monsieur, quoi. Et tu déplaces pas le monsieur comme ça. Donc j'espère qu'un jour, il viendra à ma table, où là, pour le coup, je pourrais éventuellement l'inviter, mais je sais qu'il a beaucoup à faire avant de venir me voir et goûter mes plats pour me donner son avis, quoi. Donc tu le feras le jour où ce sera vraiment... Voilà. Puis c'est ça aussi, c'est qu'avant d'appeler Pierre Gagnère, je pense qu'il faut d'abord être à la pointe de la technologie. En tout cas, on ne peut pas parler de ton parcours sans évoquer une autre personne qui est Alain Grant. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer qui il est et quel rôle il a joué finalement dans ta carrière? Alors, je suis très content qu'on parle de lui. Je suis très content qu'on parle de lui parce que on s'est rencontrés à l'époque au Royal Monceau. J'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 29. Et donc, on a été pris vraiment d'amitié, de camaraderie et même de fraternité. Et donc, on a travaillé ensemble pendant un petit moment. On s'est perdu de vue parce que le métier veut que souvent les cuisiniers choisissent des chemins différents. Et un jour, j'ai eu l'audace de prendre un poste à responsabilité. Et donc, il me fallait quelqu'un pour me soutenir. Et je me suis dit, mais qui mieux que cette personne-là? Donc, je l'ai appelé pour lui demander s'il était d'accord. C'était mon premier chef de cuisine, j'avais 23 ans. Donc, j'appelle Alain, je lui dis, écoute, est-ce que tu es chaud pour venir m'aider?
j'ai de grandes ambitions, je pense que là, il peut se passer quelque chose. Mais écoute, mec, il n'y a pas de doute, quoi. Donc, il est venu. Et c'est de là où notre relation, elle a commencé vraiment à s'affiner, à devenir de plus en plus solide. Et donc, après, voilà, je lui ai demandé son avis à chaque fois que j'avais l'intention de prendre de nouveaux projets. Il m'a suivi au drugstore. Il m'a beaucoup aidé. Enfin, c'est lui qui a pris les rênes pour moi au Manzili, donc le restaurant estival qu'on avait fait juste après le concours, qui avait fait un réel carton. Il a tenu aussi les cuisines avec moi de la réserve quand j'ai fait le pop-up avec Jérôme Banquetel. Et puis on travaille au quotidien sur plein de trucs. On est amis, on est frères, on est tout ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'on a un métier qui est tellement dur. Donc quand on rencontre quelqu'un avec qui il se passe quelque chose comme ça, c'est ce qu'on s'est dit, entre guillemets, on s'est dit qu'on se faisait un peu le serment inviolable, un peu à l'hashtag Harry Potter, tu vois, qu'on ferait, entre guillemets, notre vie ensemble. Parce qu'on s'apprécie tellement, et on a tous les deux, je pense, du respect pour chacun, qui fait que pourquoi aller travailler avec quelqu'un d'autre quand ça se passe super bien avec quelqu'un, surtout qu'on t'offre des possibilités, des opportunités. Et moi, aujourd'hui, c'est un pilier qui est indispensable. Je pense que si Alain ne travaille plus avec moi, déjà au niveau de mes sentiments et de mes ressentis quotidiens, il va me manquer quelque chose. Et au niveau du soutien professionnel, c'est indéniable aussi, il va y avoir un gros manque. Juste avant, tu parlais des portes qui ne se sont pas ouvertes ou qui ont pu se fermer à tes débuts. De par ton patronyme et tes origines algériennes, tu as régulièrement expliqué que le monde de la gastronomie avait pu être parfois compliqué. Je cite dans une de tes interviews, tu disais en gros que le personnel qui était d'origine africaine ou arabe était souvent relayé à la plonge, en gros, pour le dire assez crûment, mais c'est une réalité. Quel regard aujourd'hui tu portes sur cette forme de discrimination? Ça, c'était à tes débuts. Comment ça a évolué aujourd'hui? Alors, pour moi, la cuisine, elle est faite du monde entier. Et ça, je pense qu'on est unanime en tant que cuisinier là-dessus. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, tu te dis que normalement, il ne devrait pas y avoir de différence. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué, la cuisine, sur beaucoup de choses. Donc, on donne des opportunités à tout le monde. On offre des possibilités, peu importe la couleur, le sexe, la grosseur ou l'endroit dans lequel on vient. Et ça, c'est super, parce que ça permet en fait à tout le monde de s'exprimer de son plein gré. C'est vrai que quand on vient de banlieue ou de quartier, on a l'impression qu'il n'y a que certaines voies qui nous sont possibles. Moi, comme il dit Rimka dans une des interviews, Rimka le rappeur, dans une des interviews qu'on a faites ensemble, il dit en rigolant, mais frérot, comment un mec du 9-4, il s'est retrouvé à faire de la gastronomie française et à travailler dans les plus beaux endroits de Paris? Tu vois, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose, même de notre côté à nous, qui fait que pour nous, pour certains, la cuisine, c'est pas pour nous. Alors que c'est une voie qui offre beaucoup, beaucoup de possibilités et il faut y aller. Les gens de couleur, c'est pas destiné qu'à la plonge. Tout à fait. Pour moi, dans les enjeux aussi qui sont hyper importants dans le monde de la gastronomie, il y a évidemment l'écologie. À l'heure où l'on se parle, donc, les 2 tours de l'élection présidentielle ont eu lieu. À mon sens, je trouve que l'écologie n'aura eu que trop peu d'écho dans les différents débats auxquels on a pu assister. Invité sur notre plateau en janvier dernier, Thierry Marx évoquait notamment le sujet du low cost. On regarde et on en parle juste après. Moi, je préfère le monde associatif que le monde politique. Je suis pas. Moi, j'ai gardé. On parlait de Coluche à l'instant, mais j'ai gardé des phrases de Coluche. Il disait pour faire de la politique, il faut avoir une bonne conscience et une mauvaise mémoire. Donc, je préfère nettement le monde associatif. D'ailleurs, je suis un adepte des Restos du Cœur et j'adore ces gens, mais je crois plus à ça en s'associant, en réfléchissant, en étant assez œcuménique, en recevant tout le monde. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de bien là maintenant? Bon, c'est les sols. On attaque les sols. Il faut une dizaine d'années, etc., etc. Oui, c'est ces comportements-là qui m'intéressent et pas ceux qui revendiquent pour défendre le pouvoir d'achat des Français, de tirer encore la ficelle du low cost qui nous appauvrit depuis des années. Le low cost n'a jamais enrichi les pauvres. Le low cost n'a jamais enrichi les pauvres. Quel regard, toi, tu portes sur aujourd'hui la grande consommation, sur la manière dont on a aujourd'hui de se nourrir? Et quels conseils, par exemple, tu pourrais donner aux gens qui vont regarder cette interview sur comment bien se nourrir, même quand on n'a pas trop d'argent? Parce que c'est ça aujourd'hui la réalité, c'est qu'on dit à tout le monde de manger bio, mais qui a les moyens de manger bio? Bien sûr. Moi ce que je dirais, c'est que l'écologie, déjà, c'est tout un débat. C'est tout un débat parce que je pense qu'on doit le vivre et le penser vraiment plutôt qu'en faire une promotion ou une politique. Parce que pour la petite histoire, je reviens d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où j'ai été avec un ami qui a une association qui s'appelle l'association Arroge. On est parti pour creuser des puits
Il y a des gens qui n'ont pas l'eau encore en 2022. J'ai constaté toute une flanquée de choses qui ne vont pas au niveau de l'écologie. Donc si nous, on fait, entre guillemets, semblant de faire les choses bien pour notre image, mais qu'à côté de ça, on n'aide pas les problématiques dans le monde entier, ça ne pourra rien changer. En tout cas, pour revenir à ce que dit Thierry Marx, je ne suis pas assez calé, moi, sur l'agroalimentaire pour juger ça. Par contre, moi, j'ai eu le sujet une fois avec quelqu'un qui gère une grosse marque de supermarché. Je lui ai demandé pourquoi il y avait autant de références de mêmes produits dans les rayons. Il me dit, c'est pour faire jouer les concurrences. Ça, pour moi, ça devrait être interdit. Il devrait y avoir une législation qui devrait restreindre, par exemple, je sais pas, sur un saumon fumé, il devrait y avoir que 3 marques différentes, etc., etc. 3 marques de lait, 3 marques d'œufs, 3 marques de trucs. Un haut de gamme, un moyen de gamme et un peu moyen de gamme. Mais la moyenne gamme, attention, elle doit pas jouer sur la santé ou sur la qualité. Parce que ça, c'est pas faisable. Mais aujourd'hui, quand on voit les caddies qui partent à la poubelle, pour moi, c'est aussi parce qu'il y a trop de concurrence. Donc si on restreint le choix, mais pas la qualité, déjà pour moi, on peut faire une grosse économie là-dessus. Après, pour parler du low cost, alors, là où je vais le rejoindre, c'est que souvent, le low cost, c'est mal fait. Souvent, le low cost, c'est mal fait, et puis ça enrichit personne. Aujourd'hui, en cuisine, on le voit. Quand on voit des poules qui sont élevées en batterie, 80% du temps, ça donne de la grippe aviaire. Quand on voit des saumons élevés n'importe comment, 80%, ça donne des maladies, etc., etc. Au final, tout ça, ça part à la benne, ça peut nourrir personne et on prend du risque alimentaire. Après, le low cost, ça dépend, parce que moi, là d'où je viens, c'est vrai que y a des gens qui n'ont pas les moyens, finalement, d'acheter des trucs super chers. Et comme disait, j'ai vu un petit reportage il y a pas longtemps, c'était un petit vieux qui disait, en fait, moi, j'achète que les rayons d'en bas. C'est là où il y a les sous-marques. Il en faut, mais il doit y avoir des règles. Voilà, tout simplement. Tu parlais d'Abidjan juste avant. Ouais. Dans ton ouvrage, tu évoques beaucoup les voyages et l'importance qu'ont eu les voyages sur ton parcours. Et en fait, il y a une phrase où tu dis « Pour être un bon cuisinier, il faut être un grand voyageur ». Et en fait, cette phrase, elle m'a aussi fait penser à une déclaration qu'avait eue Massimo Bottura dans une interview consacrée au magazine Munchies, où il disait « Il n'y a pas de grande cuisine sans culture ». Ouais, bien sûr. Et donc, sur ce point, vous vous rejoignez. Quels sont les voyages qui, toi, t'ont le plus inspiré? À quel point les voyages ont joué un rôle fondamental, je pense, dans ta cuisine? Alors, j'ai une phrase que j'aime bien aussi, qui n'est pas de moi, et apparemment, j'ai cherché plusieurs fois, il n'y a pas la personne qui l'a sortie. C'est le voyage, c'est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riches. Et je suis carrément d'accord avec ça, parce que j'ai eu la chance de faire le tour de tous les continents, de visiter des cultures, de voir les différences de richesse, de voir les différences de gastronomie, de voir les différences de terroirs. Donc en fonction des climats, on va avoir des fruits exotiques ou pas, etc. Je pense que tous les voyages ont un intérêt. Tous les voyages ont un intérêt. En France, j'ai découvert énormément de choses avec des producteurs qui m'ont fendu le cœur en deux, qui sont merveilleux. J'ai appris il n'y a pas longtemps comment on faisait pousser une pomme de terre à l'île de Ré. Pourtant, je suis chef de cuisine. J'ai appris aussi à faire pousser j'ai appris à faire grandir des essaims d'huîtres. À Bali, j'ai le souvenir d'avoir fait des petits pancakes traditionnels avec une mamie dans une espèce de chaudron fait avec de la pierre et quelques bouts de bois, où donc elle mixait ce qu'on appelle des feuilles de pandanus pour parfumer, donc pour colorer aussi le produit. C'était un pancake. J'ai découvert des fruits spéciaux que je ne connaissais pas. Le Maghreb, c'est des souvenirs qui sont juste gigantesques, des façons de cuire aussi. Typiquement, la personne qui a créé le sous-vide, la cuisson sous-vide, c'est quelqu'un qui a passé un voyage avec des bédouins dans le désert, où ils avaient placé une épaule d'agneau sous le sable pendant 2-3 jours. Et quand ils sont revenus, en fait, il était surpris de voir qu'elle était cuite à la perfection. Donc ça lui a dit, en fait, la cuisson par immersion, c'est juste incroyable. Voilà, et puis après, au Mexique aussi, où j'y étais il n'y a pas longtemps, j'ai découvert plein de trucs. Enfin, dans chaque pays, on apprend des choses. Dès qu'on sort de chez soi, de toute manière, on apprend des choses. On sort aussi le portefeuille, mais dès qu'on sort de chez soi, on apprend des choses et il faut voyager. Ouais. Le voyage, justement, donc, fait partie de tes moteurs. Oui, bien sûr. Et dans tes moteurs, tu évoques une autre chose également, tu évoques le luxe. Et tu dis quelque chose que je trouve assez intéressante,
C'est que tu dis, le luxe, c'est tout ce que je n'ai pas eu et c'est en partie ce qui m'a guidé vers ce cursus professionnel. Et en fait, si je te parle de ça, c'est parce qu'ici, on a l'occasion de recevoir pas mal de rappeurs, à qui certaines personnes, en général, reprochent d'être bling-bling, de montrer des signes extérieurs de richesse. Alors qu'au contraire, je trouve ça relativement cohérent quand on vient parfois de milieux défavorisés, que le luxe devienne un moteur quelque part, parce qu'on veut ce qu'on n'a pas. Et du coup, à ce sujet, justement, invité dans l'émission ClickX avec Mouloud Achour, Nino en parlait, on regarde et on voit juste après. Tu cites Hermès. C'est cher Hermès, hein. Ouais. Comment ça, vous revoir les prix, là? Yves Saint Laurent. Lourd. Gucci. Lourd. Louis Vuitton. Ouais. Tu parles de Louboutin. Ouais. Ça fait quand même une sacrée ardoise. Ouais, c'est ça. Après, tu connais. Il faut faire kiffer, il faut faire rêver. C'est ça. C'est ça. Après, tu connais. Il n'y a pas que ça. C'est histoire de voir autre chose, t'as capté, et de se sentir mieux, tu vois. C'est ça aussi, les vêtements, c'est fait pour ça aussi, t'as vu? Pour toi-même, pour ton mental, tu te sens mieux. Quand t'es bien habillé, tu te sens mieux. C'est prouvé scientifiquement, gros. Faire rêver, c'est ça aussi le luxe. Et c'est important. Ouais, alors moi, ce que je dirais, c'est que faire rêver, c'est bien, mais alors attention, il faut en avoir les moyens. Parce que se priver tout un mois pour acheter un chèque de grande marque, c'est pas ça, je pense, que ce qu'il veut expliquer. Maintenant, moi, c'est ce que j'ai vu une fois aussi dans un petit documentaire, c'est que il y a certaines choses qui sont des signes d'appartenance. Quand je dis des signes d'appartenance, ça veut dire que tout de suite, quand on va vous regarder, on va vous analyser en 3 secondes. On va dire, bah, lui, il a de la thune, lui, il en a pas. Lui, ça, lui, ci, lui, je le place parmi ça, parmi ci. Si le mec, il arrive, il dit, oh, il est en full Gucci ou en full je sais pas quoi, tout de suite, on pense que c'est quelqu'un qui est blindé, qui est capable d'arroser. Alors que si le mec, il est habillé avec une autre marque, je n'en citerai pas pour pas... voilà. On va se dire, bon, bah, voilà. Au même titre que quand tu arrives à un entretien, moi, c'est ce que je dis, c'est ce qui se perd. Il faut arriver en costard-cravate, bien propre, avec... Enfin, l'accoutrement et l'image, c'est super important. Donc, quand il dit que les marques, ça aide à se sentir bien, je suis d'accord avec lui. C'est pas vraiment la marque, je pense que c'est la qualité des produits et l'effet de mode que ça a qui te permet d'arriver d'avoir une certaine prestance. Et en fait, je pense que tous ces gens-là, c'est vrai qui ont grandi peut-être de la même façon que moi, même si on a pris un chemin professionnel différent, c'est que quand tu as grandi, alors c'est pas mon cas, mais quand tu as grandi, comme j'ai pu voir moi, dans un F4 à 16, à 12, à plusieurs, où c'était galère, où tu étais obligé d'aller des fois à l'épicerie sociale pour acheter des choses, etc., et que ton parcours professionnel, il te fait réussir, où tu engranges certaines sommes mensuellement. D'abord, tu commences par aider tes parents, mais une fois que tu l'as fait, bah, tu as aussi envie de te faire plaisir. Tu as envie, entre guillemets, de te venger sur la vie et sur ce que tu n'as pas eu. Et je pense que c'est pour ça moi, le premier, je me dis, oh, quand même, c'est vrai que c'est bien et c'est pas bien parce que ça fait rêver, mais ça fait aussi rêver ceux qui n'ont pas les moyens. Donc voilà, mais la haute couture, ça représente aussi la France, le savoir-faire français. Donc, je sais pas comment expliquer, mais voilà, moi aussi, pour moi, aujourd'hui, j'ai certaines marques que jamais un jour j'aurais pensé porter. Et bah, quand tu passes devant et que tu dis, bon, bah, c'est vrai que je travaille tous les jours du matin au soir, que j'ai la chance aujourd'hui de plutôt bien réussir. Est-ce que j'ai pas envie de me faire ce petit plaisir de me dire, bah tiens, moi aussi j'ai acheté ça, je vais en prendre soin. Par contre, je vais l'essuyer à chaque fois que je vais la porter, je vais la mettre dans la boîte et tout, tu vois. Mais ouais, c'est comme il dit, ça aide à se sentir bien. Tu te sens. Il y a un truc qui dit dans les quartiers, si t'as 30 piges et que t'as pas une Rolex, c'est que t'as foiré ta vie. C'est Jacques Séguéla qui disait ça. Ouais, voilà. Il disait ça à 50 ans, lui. Il disait à 50 ans. Bon, je sais pas, dans les quartiers, ils ont raccourci, tu vois, c'est un peu le problème d'ailleurs. Ils disent à 30 piges, si t'as pas une Rolex, c'est que t'as raté ta vie. Bon, moi je suis pas forcément d'accord avec ça, mais ça résume un petit peu la situation. Ouais. Tu parlais de la France avant. Alors il y a un truc qui a été élu plat préféré des Français, c'est le couscous. Ouais. Ce plat, tu l'évoques dans ton livre. Tu dis qu'en gros, le couscous de ta grand-mère algérienne était le meilleur de la planète. Je suis malheureusement obligé de te contredire pour te dire que le meilleur couscous de la planète, c'est celui de mon grand-père tunisien. Et donc ça m'amène à une question, c'est quoi le meilleur couscous selon toi? Est-ce que c'est l'algérien, le marocain, le tunisien? Quelle est, voilà, selon toi, la meilleure recette du couscous? Pour moi, c'est très simple. La meilleure recette du couscous, c'est celui de sa grand-mère. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de débat, on est tous d'accord. Mais en fait, il y a toujours des débats, entre guillemets, entre la cuisine algérienne et la cuisine marocaine. Pour moi, c'est la même. Pour être très clair. Pour moi, c'est la même.
c'est juste une question de territoire, de qui l'a fait en premier, machin, etc. Mais pour moi, c'est la même. Les plats se ressemblent énormément. Maintenant, en tant que bon Algérien, en tant que Algérien d'origine, il est évident que je vais supporter quand même la cuisine algérienne en priorité. Mais un bon couscous, moi, je dirais surtout qu'il est sans cannelle. Ça me dégoûte. C'est une d'ailleurs une de tes inspirations dans le livre, c'est la cannelle, et c'est assez étonnant parce qu'en gros, une de tes inspirations, c'est quelque chose que tu détestes. Pourquoi ? Alors en fait, ce couscous-là, c'est le couscous que, en tout cas en Algérie, nous dans notre région, c'est celui qu'on fait quand on a un événement à célébrer, typiquement comme un mariage. Donc le midi, quand le père donne la main entre guillemets de la fille, on célèbre avec ce couscous-là. Et moi, j'ai toute une histoire avec le couscous parce que je déteste la cannelle. Et donc, à chaque fois, j'ai embêté ma grand-mère en disant non, je veux pas. Et donc, quand j'étais gamin, moi, je le mangeais avec du lait chaud, salé. C'est un peu bizarre, hein, mais je le mangeais avec ça, c'est aussi une possibilité, parce que j'aimais pas la cannelle. Et en fait, avec le métier, j'ai appris à partager et à proposer des choses aux clients que je n'aime pas. La différence entre le bon et je n'aime pas. Enfin, le pas bon et je n'aime pas, c'est pas pareil. Moi, il y a des choses que j'aime pas, que je trouve bonnes. C'est un peu fou ce que je dis, mais il y a des trucs que, par exemple, le café, je déteste. C'est pas bon. Parce que c'est un peu technique des fois quand je raconte des trucs, mais voilà. Donc ça s'appelle chez nous le couscous mesfouf. Et en gros, c'est le couscous donc, qui sert à fêter un événement. Donc, il se mange avec des raisins secs, des amandes, du sucre en poudre, des raisins frais et accompagné d'un lait fermenté. Généralement, on peut rajouter aussi des œufs durs. Voilà. Et j'ai mis de la cannelle, même si je déteste, parce qu'Alain, il kiffe ça. Et du coup, je lui dis, allons-y pour la cannelle. Au moins, c'est la vraie recette de ma grand-mère, quoi. Très bien. Pour revenir sur ton ouvrage, on y retrouve plus d'une 50aine de recettes. Ouais. Je suis désolé d'avance pour cette petite question de l'impossible que je vais te demander. Ouais, bien sûr. Mais s'il fallait retenir une seule recette de ton ouvrage, ce serait laquelle ? Alors écoute, ce qu'on dit souvent, c'est que les plats signatures sont ceux que les clients ont décidé de choisir le plus. Donc, on en a parlé encore hier, donc je dirais peut-être que c'est les gambas épicés. Voilà. C'est un plat qui a fait un carton dans le restaurant éphémère. Et tout le monde me disait, tes gambas, c'est dingue, elles sont folles et tout. Encore avant-hier, où j'étais sur une grosse radio, où la directrice des programmes m'a dit, je suis venu dans votre restaurant éphémère, j'ai adoré vos gambas. Donc juste pour ça, je dirais que c'est les gambas. Très bien. Avant-dernière question, tu es le grand gagnant de Top Chef 2021. À l'heure où l'on se parle, la diffusion de Top Chef 2022 est en cours. Ouais. Un pronostic ? Alors, étant engagé dans pas mal de choses avec la chaîne, je peux pas donner de pronostic parce que ça peut influencer certaines choses. Ok. Voilà. En tout cas, comment tu trouves cette nouvelle saison ? En tout cas, ceux pour qui j'étais, ils sont plus dedans. Ah. Alors, c'est un peu... Ce nouveau casting, il est différent du nôtre. On a beaucoup de provinciaux, des personnalités bien différentes, beaucoup plus soft, je dirais, parce que nous, l'année dernière, on était quand même... Il y a quand même de grosses personnalités dans le Top Chef 12. On s'était bien marré. Donc non, ils sont un peu plus soft, un peu plus... C'était qui, du coup, tes chouchous ? Là-dedans ? Ouais. Ah oui, c'est Renaud et Élise, parce que c'est les deux que je connais. Après, évidemment, je soutiens aussi Hélène Darroze. Donc on a envie que ce soit encore une fois Hélène Darroze qui gagne. Mais en tout cas, je leur souhaite à tous bonne chance et qu'il leur arriverait de belles choses à eux aussi. Très bien. Dernière question. C'est le dernier repas de ta vie. Ouais. On mange quoi et avec qui ? Le dernier repas de ma vie, une grosse cocotte de boule avec des frites et de la mayonnaise. Et avec qui ? Avec ma mère. Ouais. Carrément ma mère. Et personne d'autre. Merci Mohamed. Merci à toi. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.